Ni hao ma, Titoué. Aujourd'hui, on va parler très brièvement de la phonologie, la morphologie, language change, neuro and psycholinguistics. La phonologie, par opposition à la phonétique, essaie de to make sense of sounds, c'est-à-dire que la phonétique étudie seulement les sons, mais la phonologie étudie les traits pertinents qui affectent la communication. Ou comme je l'ai défini auparavant, la phonétique, c'est l'étude des sons et la phonologie, l'étude des règles qui déterminent la construction de ces sons. J'ai donné l'exemple du syntagme human being qui devient human being, c'est-à-dire que le N est assimilé au B, il devient similaire en ce qui concerne la nasalité. Donc c'est très distinctif, par exemple dans la langue arabe, on a le T, et ta. Ils sont distinctifs, par exemple on a le mot tin et le mot trin, les figues et the clay, ils sont différents. Le B et le P sont distinctifs en anglais parce qu'ils vous donnent deux mots différents comme bit et pit. Maintenant, en ce qui concerne la deuxième étape, qui est celle de la morphologie, il étudie la structure du mot, les règles de formation des mots. Donc, par exemple, le suffixe mon ou le suffixe s ou le suffixe a sont significatifs. Donc, on peut dire, par exemple, Pelé joue admirablement, c'est-à-dire l'adverbe, la façon dont il joue est admirable. Lioness, c'est-à-dire la lionne, le féminin de lion. Les femmes sont apolitiques. Le A n'est pas seulement un son, mais même un morphème, une partie de mots si vous voulez. Ou si vous voulez utiliser le jargon de M. Leonard Bloomfield, vous allez dire bound morpheme. Donc, admirable, c'est un free morpheme, c'est un morphème libre, alors que le A, c'est un bound morpheme. Il doit s'attacher pour donner cette signification de négation. Athéisme, quelqu'un qui ne croit pas en Dieu. Donc, Bloomfield distingue entre bound and free forms. Donc tous les mots sont des morphèmes, mais tous les morphèmes ne sont pas des mots. Maintenant, la morphologie dépend aussi de language typology. Certaines langues ne permettent pas ces affixations comme ça, comme les langues sémitiques, comme l'arabe, l'hébreu et je suppose l'aramaïque. Ils consistent en trois consonnes, C, C, C. Et ensuite, on insère des voyelles dans ces trous et on obtient quelque chose comme Kutiba. Maintenant, je passe à language change. Comment est-ce que la langue a changé ici? Et encore une fois, je conseille cet excellent livre par la linguiste Hutchinson. Language change, progress or decay. Eh bien, ceci est en fait le travail d'un grand philologue allemand du nom de Jacob Grimm, 1785-1863, un philologue, un grand écrivain allemand. Il compare le changement qui peut être ou bien une évolution, un progrès, ou une décadence, une délabration. Il le compare au Mad Tea Party, حفلة
الحماق. C'est-à-dire que les sons changent. Par exemple, le k, t, p peuvent devenir que, de, b, et plus tard f, th, h, etc. Et ça tourne. L'histoire, l'analogie est celle d'une invitation de fou. Vous avez par exemple 10 invités, vous avez 10 chaises, et soudain une 11e personne arrive. Alors par politesse, on se lève, le premier invité se lève pour que celui qui vient d'arriver s'assoie, et l'autre se lève pour que l'autre s'assoie. Il tourne et il ne s'assoit jamais. Et c'est fou, c'est ça la langue, elle est un peu folle. Et parfois elle évolue, parfois elle tombe en décadence, et parfois elle meurt, comme le grec, le latin, etc. etc. Now, passons à la neuro et la psycholinguistique. La question m'a été posée par une doctoresse très intelligente. Disons rapidement que la neurolinguistique, c'est ce qu'on a vu hier, c'est-à-dire la structure de la langue et sa corrélation avec des surfaces dans le cerveau. Alors que la psycholinguistique essaie de décrire la production, la compréhension et l'acquisition de la langue, y compris child language. Merci beaucoup. Merci.